Il existe une étrange contradiction dans la vie de nombreux parents. Plus ils se sacrifient pour leurs enfants adultes, moins ils reçoivent de gratitude ou de respect. C'est presque comme si tous les efforts, les trajets, les appels et les casseroles de nourriture constamment remplies devenaient invisibles parce qu'ils sont considérés comme allant de soi. Mais dès que les parents commencent à faire respecter leurs propres limites, à organiser leur propre quotidien et à ne plus être disponibles 24 heures sur 24, quelque chose change. Soudain, ils sont perçus. Soudain, les enfants cherchent le contact. Soudain, le respect grandit. Pourquoi en est-il ainsi? Imaginez une mère à Munich qui, pendant des années, prenait son téléphone tous les matins à 8 heures pour demander à son fils « Tu as bien dormi? Tu as pris ton petit déjeuner ?» Chaque week-end, elle traversait la ville pour lui apporter une marmite de goulash ou de strudel aux pommes. Elle était convaincue que cette sollicitude montrait son amour. Mais un jour, elle remarqua que son fils ne cuisinait presque plus lui-même, qu'il répondait à ses appels à contre-cœur, qu'il se sentait parfois même stressé. L'attention, qui venait de l'amour, agissait comme une ombre constante sur sa vie. Dans de nombreuses familles européennes, ce schéma se répète. La génération des parents, peut-être élevée dans les années 1950 ou 1960, connaît le sacrifice comme la plus haute des vertus. On met ses propres besoins de côté, croyant que c'est le seul moyen d'être aimé et respecté. Mais la réalité montre une autre image. Celui qui s'efface complètement risque d'être considéré comme acquis. Celui qui, au contraire, maintient une saine distance, éveille la curiosité et la reconnaissance. C'est un paradoxe qui nous force à penser autrement. Les enfants qui savent que leur mère ou leur père mènent aussi une vie épanouie sans eux, voient d'au soudain leurs parents comme des personnalités indépendantes, et pas seulement comme des figures servantes. C'est précisément ce qui change la dynamique. Une relation de devoir devient une rencontre d'égal à égal. L'évidence fait place à l'appréciation. Dans cette série de réflexions, je voudrais vous montrer comment, en tant que mère ou père, vous pouvez éviter de tomber dans le piège du rôle de victime invisible. Comment, avec de petits changements, vous pouvez faire en sorte que vos enfants adultes non seulement vous respectent, mais cherchent activement le contact. Ce ne sont pas des modèles théoriques, mais des expériences vécues partout en Europe. Dans les villes allemandes comme dans les villages suisses, dans les familles italiennes ou dans les foyers scandinaves. Si vous commencez à faire les premiers pas aujourd'hui, vous pourrez ressentir en quelques semaines comment l'atmosphère entre vous et vos enfants s'allège. Vous téléphonerez moins, mais aurez des conversations plus profondes. Vous ferez moins d'efforts, mais récolterez plus de respect. Et surtout, vous n'aurez pas le sentiment de vous perdre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela fait parfois si mal quand un enfant ne rappelle pas ou qu'un petit enfant dit à peine « merci » ? Est-ce peut-être parce que nous investissons plus que ce qui est bon pour nous, que nous dépassons les limites sans nous en rendre compte? Ces questions en valent la peine, car celui qui y répond honnêtement est au début d'un changement qui ne profite pas seulement aux enfants, mais surtout aux parents eux-mêmes. C'est exactement de cela qu'il s'agit dans ce nouveau chapitre. Trouver le courage de ne plus organiser sa propre vie uniquement en fonction des besoins des autres. Nous verrons ensemble quels principes les parents en Europe appliquent déjà avec succès aujourd'hui et comment vous aussi, pas à pas, vous pouvez trouver plus de sérénité, de respect et de joie. Pourquoi ce sujet est-il si crucial en Europe? Parce que les structures familiales ont beaucoup changé au cours des dernières décennies. Autrefois,
Plusieurs générations vivaient sous le même toit. Aujourd'hui, les petites familles et les foyers à 2 adultes dominent. Les enfants partent souvent à des centaines de kilomètres pour leurs études ou leur travail, certains même à l'étranger. Ce qui reste, c'est le désir de proximité et en même temps l'exigence d'autonomie. C'est précisément là que naît la tension. Les parents veulent être présents, tandis que les enfants adultes veulent préserver leur indépendance. En Allemagne, en France ou en Suisse, il n'est pas rare que des enfants adultes, dans la trentaine ou la quarantaine, disent « Maman, je t'aime, mais s'il te plaît, n'appelle pas tous les jours. » Cette phrase blesse, paraît froide. Pourtant, en réalité, elle exprime un besoin d'être prise au sérieux. Un jeune adulte qui est en train de construire sa carrière et sa famille ressent rapidement les appels ou les visites constants comme une contrainte. Cela ne signifie pas que l'amour est absent, mais que l'équilibre est rompu. Des études sociales, par exemple d'Eurostat, montrent que dans les sociétés européennes, l'appréciation des limites personnelles augmente. Même les liens familiaux étroits respectent davantage les espaces personnels qu'auparavant. Cette réalité culturelle signifie pour les parents qui veut être respecté doit apprendre non seulement à accepter les limites chez les enfants, mais aussi à en fixer pour soi-même. Pensons à une mère à Vienne qui, après sa retraite, eut soudain beaucoup de temps. Elle remplit ce temps par des visites à son fils. Elle rangeait l'appartement, apportait des gâteaux, proposait de récupérer les petits-enfants à la crèche. Au début, c'était bienvenu, mais cela devint vite pesant. Ce n'est que lorsqu'elle commença à organiser son propre emploi du temps, avec des visites au théâtre, des cours de langue et des randonnées, que la dynamique changea. Le fils demanda alors « Maman, quand as-tu du temps pour nous ?» Le respect grandit parce que la mère montrait que sa vie n'était pas vide, mais richement remplie. C'est pourquoi ce sujet est si important. Il ne s'agit pas de réduire l'amour pour les enfants. Il s'agit de le vivre sous une forme qui profite aux deux parties. Les parents qui cultivent leur estime de soi envoient un message clair. Je suis là, mais je suis aussi moi-même. Et c'est précisément cela qui, dans les sociétés européennes, conduit à une relation plus stable et plus saine entre les générations. Le premier principe est « N'appelez pas tous les jours de votre propre initiative ». Ce qui semble d'abord un petit pas change toute la dynamique. Lorsque les parents prennent l'initiative quotidiennement, cela crée facilement une impression de contrôle. Les enfants se sentent observés, parfois même étouffés. Mais si vous attendez que votre fils ou votre fille appelle, quelque chose d'étonnant se produit. Un rituel de devoir devient un véritable besoin. La conversation n'a pas lieu parce qu'il le faut, mais parce qu'on le veut. Un exemple de Berlin le rend concret. Une mère qui appelait sa fille tous les matins à 8 heures précises pour lui demander si elle avait pris son petit déjeuner, décida d'arrêter. Au début, c'était inhabituel. Elle ressentait un vide, presque de la culpabilité. Mais après seulement une semaine, sa fille l'appela d'elle-même. « Maman, comment vas-tu ? Je voulais entendre ta voix. » La différence était palpable, de la chaleur au lieu de l'agacement, de l'intérêt au lieu du sens du devoir. Les psychologues soulignent que les enfants adultes défendent particulièrement leur autonomie dans la communication. Si les parents font constamment le premier pas, il reste peu de place pour la propre décision. Celui qui, au contraire, lâche prise, gagne. Un espace silencieux se crée, que les enfants peuvent remplir eux-mêmes. Comme une prairie que l'on ne piétine pas constamment, elle fleurit soudain. Vous vous demandez peut-être, moins de contact ne signifie-t-il pas aussi moins de proximité ?
Au contraire, la proximité ne naît pas de la quantité, mais de la qualité. Un appel hebdomadaire, plein d'attention et de sérénité, peut créer plus de liens que 7 appels superficiels. Une formulation utile que vous pouvez essayer est « Je suis toujours là si tu as besoin de moi. Appelle-moi quand cela te convient. » Cette phrase signale 2 choses à la fois, disponibilité et respect. Vous montrez que vous ne disparaissez pas, mais que vous ne contrôlez pas non plus. Et maintenant, je vous demande, à quelle fréquence prenez-vous vous-même le téléphone sans y avoir été réellement invité? Une journée de pause, peut-être même 2, pourrait-elle changer quelque chose? Essayez. Peut-être qu'au cours de la semaine à venir, votre enfant vous dira d'une voix pleine de chaleur « Maman, papa, je voulais juste prendre de vos nouvelles. » Le deuxième principe est « Ne satisfaites pas automatiquement toutes les demandes. » Ce qui semble souvent évident pour les parents, garder un petit enfant, préparer des repas à l'avance, prêter de l'argent rapidement, peut devenir une habitude pour les enfants. Si chaque demande est satisfaite sans réflexion, parents et enfants perdent un espace d'apprentissage important, la gestion des limites. Imaginez que votre fille appelle « Peux-tu prendre les enfants demain ? On a tellement de choses à faire. » Autrefois, vous auriez peut-être dit oui immédiatement, même si vous étiez fatigué ou aviez déjà un rendez-vous. Mais une approche respectueuse permet aussi de dire non. Vous pourriez répondre « Demain, ça ne me convient pas. J'ai mes propres projets. Veuillez trouver une autre solution. » Cette phrase peut sembler dure, mais elle protège votre énergie et oblige les enfants à prendre leurs responsabilités. Des études en psychologie familiale en Europe indiquent que les jeunes adultes bénéficient à long terme d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes quotidiens. Les parents qui interviennent toujours privent leurs enfants de la chance de faire l'expérience de l'auto-efficacité. Ceux qui, au contraire, disent parfois non, renforcent indirectement les compétences de la génération suivante. Bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter toutes les demandes. Il s'agit d'équilibre. Si le soutien n'est qu'à sens unique, un déséquilibre se crée. Mais si vous clarifiez que votre aide est un choix et non une obligation, l'attitude change. Les enfants commencent à apprécier davantage votre temps et votre énergie. Une formulation possible pourrait être « Je suis désolé, ce jour-là, j'ai déjà autre chose de prévu. Je suis sûr que vous y arriverez seul. » Cette phrase est amicale, mais ferme. Elle transmet la confiance dans les capacités des enfants, au lieu de les minimiser. Pensez au dernier moment où vous avez dit oui à contre-cœur. Est-ce que cela vous a vraiment fait du bien? Ou est-ce qu'un reste de frustration est demeuré? C'est exactement là que ce principe intervient. Seuls ceux qui fixent honnêtement leurs limites peuvent offrir un soutien véritable et joyeux. Le troisième principe est « Construisez une vie propre, pleine d'intérêts, d'amitié et de projets personnels. » Cela semble si simple. Pourtant, de nombreux parents ont tout mis de côté pendant des décennies et ont oublié ce qui les épanouit. C'est précisément là que réside le pouvoir du changement. Celui qui n'organise plus ses journées uniquement en fonction des besoins des enfants, mais fixe ses propres priorités, est perçu comme une personnalité autonome. Et c'est exactement ce qui génère du respect. Une image parlante est celle du masque à oxygène dans l'avion. Aidez-vous d'abord, puis les autres. Lorsque les parents prennent soin de leur santé, de leurs hobbies et de leur joie, ils ont plus d'énergie et une autre aura. Une mère à Cologne, qui auparavant s'occupait exclusivement de ses petits-enfants, s'est soudainement inscrite à un cours de peinture. Au début,
Les enfants se moquaient d'elle. Mais bientôt, ils ont demandé avec curiosité « Maman, je peux voir tes tableaux ?» La femme qui n'avait fait que donner était devenue une femme qui avait quelque chose d'elle-même à montrer. Les activités physiques agissent aussi comme un message silencieux. Celui qui fait régulièrement de la marche, de la randonnée ou du yoga signale « Mon temps est précieux, ma santé compte ». Cela change la perspective des enfants. Soudain, ce n'est plus « Maman est toujours disponible », mais « Maman a une vie, je veux en faire partie ». Une phrase que vous pouvez utiliser lorsqu'un enfant demande spontanément de l'aide pourrait être « Mercredi, ce n'est malheureusement pas possible, j'ai mon cours de yoga. Trouvons un autre jour ». Vous montrez ainsi clairement « Votre propre agenda est tout aussi important que celui de vos enfants ». Vous vous demandez peut-être « N'est-ce pas égoïste ?» La réponse est non. L'égoïsme signifie ne penser qu'à soi. Ici, il s'agit de préserver sa propre dignité et d'être un exemple d'estime de soi pour les enfants. Car les enfants qui voient que leurs parents mènent une vie épanouie apprennent eux-mêmes à prendre en charge leur bonheur. Qu'en est-il de vous? Y a-t-il quelque chose que vous reportez depuis des années, un instrument, un cours, un voyage? C'est peut-être le moment de le redécouvrir. Car plus vous construirez votre propre vie, plus vos enfants non seulement vous aimeront, mais vous admireront aussi. Pour illustrer la puissance de ces principes, je voudrais vous raconter une histoire, inspirée de nombreuses expériences qui se produisent régulièrement en Europe. Prenons Anna, une mère de 68 ans de Milan. Pendant des décennies, elle avait organisé sa vie en fonction des besoins de ses deux fils. Elle cuisinait, nettoyait, faisait du babysitting, même après qu'ils soient tous deux mariés depuis longtemps. Son calendrier était rempli des rendez-vous des autres. Un jour, elle entendit par hasard sa belle-fille dire au téléphone « C'est gentil qu'Anna veuille toujours aider, mais parfois je me sens infantilisée. Nous avons aussi besoin de notre propre espace. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle réalisa que son dévouement bien intentionné n'était pas seulement non apprécié, mais même ressenti comme un fardeau. Cette nuit-là, Anna ne put presque pas dormir. Elle se demanda si tous ses sacrifices avaient été vains. Mais le matin, elle prit une décision. Elle voulait essayer une autre approche. Au lieu de remplir immédiatement la cuisine pour ses fils, elle s'inscrivit à un cours de français, quelque chose qui l'avait toujours fascinée. Pour la première fois depuis des années, elle acheta des livres uniquement pour elle, pas pour ses petits-enfants. Le changement ne passa pas inaperçu. Au début, les fils furent irrités. « Maman, pourquoi ne nous appelles-tu plus tous les jours ?» Elle répondit calmement. « Parce que j'apprends des mots de vocabulaire et que je dois faire mes devoirs. » Un léger sourire était dans sa voix. Après quelques semaines, les fils la contactèrent plus souvent d'eux-mêmes. Ils voulaient savoir comment elle allait, comment le cours se passait. 2 mois plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Le fils aîné demanda à Anna d'observer la préparation d'un plat familial typique. Non pas parce qu'il voulait être nourri, mais parce qu'il voulait apprendre. Pour la première fois, Anna ne cuisinait pas pour décharger quelqu'un, mais pour transmettre un savoir. Elle se sentit respectée, presque honorée. L'histoire d'Anna montre comment une étape claire, le retrait d'une sollicitude excessive et le développement d'intérêts propres peut complètement transformer la relation. D'une mère qui était considérée comme acquise, elle devint une femme admirée et recherchée. Et les enfants? Ils apprirent à prendre en charge leurs propres tâches et à apprécier néanmoins la proximité. Demandez-vous, avez-vous déjà vécu que votre aide bien intentionnée n'ait pas été reçue comme vous l'espériez?
Peut-être est-ce le signe qu'il est temps d'explorer de nouvelles voies pour vous et pour votre famille. Que se passe-t-il si les parents n'osent pas ce changement de mentalité? S'ils continuent à satisfaire toutes les demandes, à appeler tous les jours, à vouloir résoudre tous les problèmes immédiatement. Les conséquences sont subtiles, mais graves. D'abord, la relation en souffre. Les enfants adultes se sentent comme dans une situation d'examen constante, où ils doivent justifier leur autonomie. La gratitude se transforme en irritation, la proximité en distance. La psyché des parents n'est pas non plus épargnée. Celui qui vit en permanence pour les autres perd le sens de ses propres besoins. De nombreux pères et mères rapportent une légère amertume. Je donne tout, et pourtant, j'ai l'impression que personne ne dit merci. Ce sentiment peut éroder l'estime de soi. L'amour se transforme imperceptiblement en attente, et cette attente reste souvent insatisfaite. Prenons l'exemple d'une grand-mère de Zurich qui s'occupait inlassablement de ses petits-enfants. Un jour, sa fille lui dit de manière décontractée « Tu fais ça gentiment, mais honnêtement, nous avons aussi besoin de temps pour nous. » Pour la grand-mère, ce fut un coup de massue. Elle considérait sa sollicitude comme un cadeau, mais sa fille la vivait comme une ingérence. C'est précisément là que l'on voit à quelle vitesse l'affection peut être mal interprétée comme du contrôle. Les conséquences vont plus loin. Les enfants qui peuvent toujours compter sur leurs parents développent parfois moins d'initiative. Pourquoi cuisiner soi-même si maman apporte de toute façon des casseroles toutes les semaines? Pourquoi organiser une babysitter si grand-mère intervient à tout moment? À long terme, cette dépendance affaiblit non seulement l'autonomie des enfants, mais aussi l'équilibre intérieur des parents. Et enfin, il y a la douleur silencieuse de l'invisibilité. Celui qui est toujours disponible finit par ne plus être perçu. C'est comme disparaître en arrière-plan, utile, mais plus respecté. Le sentiment d'être pris pour acquis ronge la dignité. C'est pourquoi il est si crucial de fixer les limites à temps. Non par dureté, mais par amour, pour soi-même et pour les enfants. Car le respect ne naît pas lorsque nous nous sacrifions, mais lorsque nous nous montrons comme des êtres humains autonomes. Maintenant se pose la question cruciale. Comment les parents peuvent-ils mettre en œuvre ce changement concrètement? Non pas un jour, mais dans les 24 à 72 prochaines heures. Il ne faut pas de grandes révolutions, mais de petites étapes cohérentes qui produisent un effet immédiat. La première étape consiste à modifier délibérément son propre rythme de communication. Si vous avez l'habitude d'appeler tous les jours, décalez l'intervalle. Commencez par tous les 2 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Notez dans votre calendrier. Aujourd'hui, je n'appelle pas. Cela crée un espace où votre enfant peut prendre l'initiative de lui-même. La deuxième étape, pratiquez un non clair, mais amical. Imaginez que votre fils demande « Peux-tu prendre les enfants samedi ?» Au lieu d'accepter immédiatement, respirez profondément et dites « Samedi, j'ai déjà quelque chose de prévu. Veuillez trouver une autre solution. » Cette phrase peut sembler inhabituelle, mais elle fixe une limite sans blesser la relation. Troisièmement, planifiez une activité juste pour vous-même dans les 3 prochains jours. Peut-être une promenade dans le parc, une visite au musée ou un cours que vous vouliez essayer depuis longtemps. Inscrivez ce rendez-vous de manière contraignante dans votre calendrier, aussi contraignant qu'un rendez-vous chez le médecin. Si votre enfant appelle ensuite et vous demande de faire quelque chose, vous pouvez honnêtement dire « Pas aujourd'hui, j'ai mon propre rendez-vous ». Une quatrième étape pourrait être de tenir un petit « journal des limites ».
Au cours des 72 prochaines heures, notez quand vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Et notez au moins une situation où vous avez réussi l'inverse. Un non qui vous a rendu fier. Cette prise de conscience renforce la détermination à persévérer. Et enfin, partagez tranquillement un peu de votre nouvelle attitude. Une phrase comme « Je veux faire plus de choses qui me font plaisir », cela fait aussi de moi une meilleure mère, un meilleur père pour vous. Ouvre des portes. Les enfants sentent qu'il ne s'agit pas de rejet, mais d'un équilibre plus sain. Toutes ces étapes sont petites, mais leur impact est grand. Essayez-les dans les prochains jours et observez comment l'ambiance de vos conversations change. Vous serez peut-être surpris de la rapidité avec laquelle le respect peut grandir lorsque vous prenez vos limites au sérieux. Si nous réduisons les pensées les plus importantes de ce cheminement à 3 points essentiels, une image claire se dégage. Premièrement, des relations respectueuses entre parents et enfants adultes ne naissent pas d'une disponibilité constante, mais de limites claires et d'une distance consciente. Celui qui appelle moins souvent est plus souvent manqué, et cela rend le contact plus précieux. Deuxièmement, la vraie proximité naît lorsque les deux parties assument leurs responsabilités. Les parents qui ne satisfont pas immédiatement chaque demande, mais encouragent leurs enfants à trouver leurs propres solutions, leur donnent confiance en eux. En même temps, ils protègent leur propre énergie. Ainsi se développe un équilibre où le donner et le recevoir ne devient pas un fardeau, mais un enrichissement. Troisièmement, l'estime de soi est la clé. Celui qui cultive ses propres intérêts, découvre des hobbies et renforce ses amitiés, montre aux enfants « Je ne suis pas seulement mère ou père, je suis une personne autonome ». Cette attitude change tout. Les enfants voient de leurs parents d'un autre œil, et les parents eux-mêmes ressentent un nouveau souffle de vie. On pourrait le résumer ainsi. Fixer des limites ne signifie pas moins aimer. Fixer des limites signifie vivre l'amour sous une forme qui perdure. Une phrase à retenir, moins de sacrifices, plus de reconnaissance. Au terme de ce parcours, il y a un message porteur d'espoir. Les parents qui apprennent à respecter leurs propres limites ne gagnent pas en distance, mais en proximité. Ils créent une relation qui n'est pas portée par le devoir, mais par un respect authentique. Imaginez que votre enfant n'appelle pas parce qu'il le faut, mais parce qu'il veut vraiment savoir comment vous allez. C'est précisément ce qui est possible si vous osez construire votre vie en toute confiance. Demandez-vous, qu'est-ce que cela signifierait pour vous si un jour votre fils ou votre fille disait « Maman, papa, j'admire la façon dont tu mènes ta vie. » Tout ne semblerait-il pas plus léger? Peut-être sont-ce de petits pas qui y mènent, un nouveau hobby, un non à une fausse demande, un silence conscient au téléphone. Mais ce sont précisément ces pas qui font la différence. N'oubliez pas, vous aussi, vous n'avez qu'une seule vie. Il n'est pas égoïste de prendre soin de soi, c'est nécessaire. Celui qui cultive sa propre dignité n'est pas ignoré, mais estimé. Et les enfants qui voient leurs parents comme des personnes fortes et autonomes les rencontrent avec respect et amour. Je vous invite maintenant. Partagez dans les commentaires les expériences que vous avez faites vous-même. Avez-vous déjà ressenti que moins d'aide peut créer plus de proximité? Ou souhaitez-vous essayer ce qui se passe si vous prenez du recul? Vos histoires sont précieuses, pour vous, pour nous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec d'autres et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres inspirations. Ensemble,
nous pouvons renforcer une culture où l'amour et les limites vont de pair.